on va voir comment Athènes est devenue la cité la plus puissante du monde grec au 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, vous voyez ici l'Asie mineure et les cités grecques qui sont installées en Asie mineure se révoltent contre la domination perse. Les Perses sont dirigés par Darius Ier, qui est leur roi, et Darius réprime sévèrement la rébellion des cités grecques d'Asie mineure. Et, pour éviter que ça se reproduise, il décide d'envahir la Grèce et tout particulièrement de s'en prendre à Athènes, qui a refusé de se soumettre. C'est ce qui va donner lieu à ce que l'on appelle les guerres médiques. Les guerres médiques sont des guerres qui opposent les Grecs et les Perses au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elles sont constituées de deux batailles principales, celles de Marathon et de Salamine. Les Grecs sont dirigés par un stratège qui s'appelle Miltiade. Vous voyez ici une représentation. Alors, vous reconnaissez ici l'Asie mineure. Darius décide d'attaquer ici, dans la baie de Marathon. Et si vous regardez bien sur cette carte à plus grande échelle, vous voyez que la baie de Marathon, c'est ici. Et donc, Athènes se situe là. Les soldats athéniens, on les appelle des hoplites. Des hoplites, ce sont des soldats, des citoyens, des hommes de la cité qui achètent eux-mêmes leur équipement et qui, avec cet équipement, vont défendre leur cité. Donc vous voyez que dans leur équipement, il y a des outils défensifs et des armes offensives. Ils ont une technique de combat très particulière qui diffère de ce qu'on a vu jusque-là. Jusqu'à là, on a vu avec Homère des duels, des combats au corps à corps, alors que là, on va voir que les hoplites se battent en groupe. Ils se battent en groupe en formant une phalange, se protègent les uns les autres avec leurs boucliers et donc la victoire n'est pas dévolue à l'exploit personnel d'un soldat, mais vraiment à l'esprit de groupe, au travail de solidarité que les soldats mènent ensemble. Et la particularité des hoplites, c'est donc qu'ils combattent en rang serré, leurs boucliers formant devant eux une muraille. À Marathon, voilà comment ça se passe. Les Perses débarquent avec leur flotte. Ils sont extrêmement nombreux, beaucoup plus nombreux que les hoplites grecs. Simplement, les hoplites grecs, commandés par Miltiade, forment des rangs très ordonnés, ont une attaque très coordonnée, alors que les Perses, eux, sont plutôt désordonnés et qu'ils ne connaissent pas le terrain. Finalement, Miltiade met au point une stratégie qui consiste à encercler les Perses, et même s'ils sont beaucoup plus nombreux, ils se retrouvent pris au piège. Et c'est comme ça que les Grecs arrivent à dominer les Perses à Marathon. Cette victoire devient symbolique pour les Grecs et donne une grande renommée à Athènes. Dès la bataille terminée, un des hoplites, un soldat grec, est chargé de partir à Athènes, de rejoindre Athènes pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller annoncer la victoire. Il doit donc prendre un sentier, traverser la montagne et parcourir 42 km pour arriver dans la cité et pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Donc vous voyez ça sur une carte à plus petite échelle. Ce soldat, il s'appelle Philippides. Et donc il a parcouru cette distance sans s'arrêter sur des chemins montagneux et escarpés et sous un soleil de plomb. En arrivant à Athènes, il a juste eu le temps d'annoncer la bonne nouvelle aux Athéniens avant de succomber. En mémoire de son exploit et de son sacrifice, les Grecs ont décidé d'inscrire une nouvelle épreuve aux Jeux olympiques. Une épreuve où il s'agirait de courir 42 km. Ils ont appelé cette épreuve le marathon. Alors pour la petite histoire, quelques siècles plus tard, aux Jeux olympiques de Londres en 1908, la famille royale anglaise a souhaité que la course démarre du château de Windsor pour se terminer face à la loge royale dans le stade olympique. Cette distance a donc été mesurée précisément et il s'agissait de 42,195 km et c'est devenu la distance officielle du marathon. Pour en revenir à nos Grecs, après la première guerre médique, Darius a voulu prendre sa revanche. Finalement, il est mort, c'est son fils,
Xerxès Ier qui a décidé de venger son père et d'attaquer à nouveau les Grecs à Salamine. Salamine, c'est une île qui est située juste en face d'Athènes. Donc les Perses ont réussi à atteindre Athènes, ils ont ravagé la cité, ils ont détruit tous les temples de l'Acropole, mais la flotte grecque, qui était constituée de petites embarcations extrêmement légères et extrêmement maniables et qui étaient conduites par des rameurs. Les rameurs, c'étaient des citoyens qui ne pouvaient pas s'acheter un équipement avec un bouclier et une lance comme les hoplites, donc c'étaient les citoyens les plus pauvres de la cité. Et ces citoyens les plus pauvres de la cité, eh bien, ont mis la flotte perse en déroute, ont gagné la bataille et ont apporté la victoire à Athènes, à Salamine. Une fois de plus, les Perses sont vaincus. La force athénienne vient donc du groupe. Les combats sont basés sur la solidarité, tous se battent ensemble et tous réussissent à apporter la victoire ensemble. Les guerres médiques accroissent terriblement le prestige et la puissance d'Athènes. Et Athènes prend la direction en 478 avant Jésus-Christ de la Ligue de Délos. La Ligue de Délos, c'est tout un tas de petites cités qui ne peuvent pas se défendre toutes seules, qui reconnaissent la supériorité d'Athènes en matière militaire et se placent sous sa protection. Athènes devient la protectrice des cités de la mer Égée. C'est donc la cité qui protège et qui défend toutes les autres. En échange, les cités payent un tribut à Athènes pour financer les dépenses de la guerre, les équipements. Et les Athéniens sont considérés comme les protecteurs du monde grec. Ils deviennent très riches grâce aux tributs versés par les cités de la mer Égée. D'ailleurs, sous l'influence de Périclès, un stratège, ils vont utiliser cet argent pour reconstruire l'acropole ravagée par les Perses. Ils y font bâtir un temple magnifique en l'honneur de la déesse protectrice de la cité, Athéna. Mais ce temple, vous le connaissez déjà,